Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver et de savoir que les épisodes vous plaisent. Merci encore pour vos messages et sachez que je suis toujours ravie de discuter avec vous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Ici à Toulouse, c'est la dernière semaine de vacances. Et si pendant vos vacances, vous aimez découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles cultures en partant à l'étranger, il est très probable que, comme moi, vous vous êtes posé la question. Mais en fait, ça ferait quoi de vivre à l'étranger? Moi-même, je me suis posé cette question quand j'avais 9 ans, et à l'époque, ce n'était pas un voyage, mais un livre qui m'a permis de rêver d'un autre pays et éventuellement de vivre ici, en France. Aujourd'hui, on va donc parler de l'expatriation. Et pour cela, j'ai eu le plaisir d'interviewer Cristina Felipe Araujo, fondatrice du podcast Expat Heroes. Cristina a publié 60 épisodes, chacun relatant une histoire d'expatriation unique, inspirante et surtout sans artifice. Si vous avez des projets d'expatriation dans le futur, j'espère que cet épisode vous donnera quelques clés pour bien vous préparer à cette nouvelle aventure et je vous recommande vivement d'écouter son podcast Expat Heroes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. J'ai adoré la sincérité avec laquelle Cristina nous raconte son parcours et sa vision de l'expatriation, sans chichi et loin de l'idée que l'on se fait de l'expat bling-bling dans une cage dorée. Je remercie Cristina pour son temps et ses conseils et je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Cristina Felipe Araujo. Changes come, no changes go. There's always change. Bonjour Cristina, Bonjour Laura. comment tu vas? Écoute, ça va bien. Ça fait bizarre de passer de l'autre côté du micro. Oui, j'imagine. J'avais interviewé aussi une autre fille qui fait un podcast qui s'appelle Être Soi, Julie, je ne sais pas si tu la connais, et c'est pareil, elle m'a dit la même chose. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que là, pour le coup, toi, tu as une vraie expertise sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui, qui est l'expatriation, un gros changement pour certains d'entre nous qui partent à l'étranger. Et donc, du coup, je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu sur les changements que tu as vécus déjà. Oui, alors moi je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc ça, c'est la présentation officielle de l'état civil, mariée, 2 enfants. Je suis expatriée depuis 10 ans. J'ai vécu 2 ans à Madrid, je suis revenue 2 ans en France. Ensuite, on a redéménagé 2 ans en Suède, je suis revenue 1 an en France. Et depuis donc le 24 juin 2016, le lendemain du référendum sur le Brexit, on vit au Royaume-Uni. Et on va encore rester ici 2 ans. Donc on est content de rester. Ensuite, j'ai créé il y a déjà 3 ans le podcast Expat Heroes. Et j'ai créé en juin dernier une formation pour permettre à d'autres de créer leur podcast qui s'appelle Let's Podcast. Et puis j'ai une chaîne YouTube avec ça. Donc les changements, pour résumer, donc ça peut sembler simplement des déménagements, mais c'est plus que ça parce que je suis passée de femme en couple à maman. Je suis partie à Madrid, j'avais mon petit bébé de 3 mois sous le bras. Ensuite, quand on est revenu en France, j'ai donné naissance à mon deuxième. Et puis, je suis passée de femme active, j'étais responsable de communication, à freelance en fait. J'ai essayé au fil des années de me créer mon activité et de bien vivre aussi cette expatriation parce que j'ai décidé de suivre mon mari à l'étranger. Donc voilà, beaucoup de changements pour moi. Beaucoup de changements qui effectivement ne sont pas anodins parce qu'en plus tu as vécu dans plusieurs pays où on ne parle pas forcément ni l'anglais ni le français. Donc Non. j'imagine que c'est un peu particulier. Et du coup, comment ça se passe avec le Brexit? J'avais lu un article récemment justement sur des Français qui sont au Royaume-Uni en ce moment et qui disent en fait on n'est plus considérés comme des expatriés mais vraiment des vrais étrangers qui sont là. Voilà, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu étrange. Comment tu le vis, toi? L'ambiance n'est pas top. L'ambiance dépend de l'endroit où on se trouve au Royaume-Uni. Comme partout dans les campagnes, forcément, il y a moins de tolérance vis-à-vis des étrangers et vis-à-vis de la différence en général que dans les villes. C'est une ambiance qui est un peu difficile. Il y a pas mal de
de situations qui ont été rapportées de racisme. Par exemple, le dernier en date que j'avais retweeté sur mon compte Twitter, c'était des gens qui habitaient dans un immeuble dans la banlieue de Londres, qui ont vu sur leur porte un papier laissé en disant vous n'êtes plus autorisé à parler une autre langue que l'anglais dans l'immeuble. Donc voilà, c'est assez affreux en fait de lire ce genre de choses. Donc évidemment, ça a été reporté et la police est en train d'enquêter parce que c'est clairement du racisme et du xénophobisme. Mais ça a libéré une certaine parole raciste et xénophobe, ça c'est certain, dans le pays. Maintenant, moi, j'en ai pas été victime personnellement et mes enfants non plus. Donc voilà, je dirais que ça dépend vraiment de la zone où on se trouve. Mais c'est une ambiance assez lourde. Après, niveau administratif, c'est comme tous les changements, il faut juste s'adapter. On va en parler. Mais on va devoir faire une demande, ils appellent ça de settled status. Donc, si tu as vécu ici de manière continue depuis plus de 5 ans, tu vas pouvoir rester. Nous, ça fait pas 5 ans, donc on va avoir l'autorisation de rester 2 ans. Et ensuite, quand la fameuse date des 5 ans sera arrivée, on pourra demander un autre statut pour pouvoir rester plus longtemps. Voilà. Ouais, mais c'est compliqué, c'est sûr. Donc, il y en a qui ont décidé de rentrer, d'ailleurs, parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Bah, nous, c'est pas notre cas. Pour une fois qu'on peut rester plus de 2 ans, voilà, nous, on reste encore. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire autant de changements de pays C'était l'envie de vraiment voyager, rencontrer d'autres cultures ou... Voilà, alors non, là, je vais décevoir tes auditeurs. Moi, j'étais hyper casanière. Donc, on s'est mariés, on avait acheté un appartement à Lyon, un appartement sur plan, donc il venait d'être livré et on y a vécu 1 an. Moi, j'étais pas du tout plus attirée que ça par l'expatriation. Et en fait, c'est mon mari qui a eu une opportunité à Madrid. Et je me suis dit, bah écoute, moi j'ai un peu peur pour mon travail en fait, parce que j'ai fait des études, j'ai trouvé ce super job, j'ai pas envie de tout perdre parce que je vais partir à l'étranger. Donc la condition, ça a été de garder, de me mettre en congé parental pour pouvoir au retour garder mon emploi. Et puis l'histoire fait que maintenant je l'ai quitté de mon propre chef, quoi. Mais c'était vraiment des opportunités professionnelles qui ont fait aussi qu'on a amélioré nos conditions de vie. On est tous les deux d'origine portugaise, nos parents sont portugais, on est issus d'une famille modeste et on avait envie, on se dit que pour nous, l'expatriation, c'est vraiment pour améliorer nos conditions de vie. Il y en a, c'est pour voir autre chose, découvrir le monde. C'est venu après, ce goût de l'ailleurs, ce goût de la découverte des autres cultures. Parce que étant déjà issu d'une double culture, on avait cette ouverture d'esprit-là déjà. Mais c'est vrai que ce goût de l'ailleurs, de l'aventure est venu vraiment après. Et est-ce que tu trouves que, au fur et à mesure que tu refais en fait, que tu fais une nouvelle expatriation, est-ce que ça devient plus facile? Comment tu as vécu justement ces changements, toi? Waouh! Alors, tu as raison, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que la première, c'est un bouleversement total. C'est-à-dire que moi, en plus, je partais... alors, j'étais pas loin, Madrid. Ceux peut-être qui sont partis vivre en Asie ou aux États-Unis se disent non, mais c'est peanuts, c'est Madrid, c'est à côté. On peut prendre l'avion en 2 heures, on est arrivé. Mais néanmoins, moi, je partais, j'étais jamais partie ailleurs. J'étais jamais partie à l'étranger. De me retrouver comme ça avec mon nouveau-né, en plus sans activité professionnelle, me retrouver femme au foyer à la maison, je l'ai vraiment, vraiment très mal vécu. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, mais il faut que tu fasses quelque chose si tu te sens pas bien. Donc, j'ai repris des études en cours du soir. Et pour répondre à ta question, après, la deuxième expatriation, je me disais, bon, c'est bon, je sais quoi faire. Je sais que moi, j'ai besoin d'avoir une activité professionnelle. Je ne peux pas rester à la maison m'occuper des gamins. C'est pas possible. Donc, je m'étais mise en tête de trouver du boulot que je n'ai pas réussi.
où j'ai réussi, mais il fallait qu'on reparte. Donc, c'était super frustrant. Donc, du coup, à la 3e fois, donc là où on est arrivé en Angleterre, j'ai dit non, mais laisse tomber, je cherche pas de boulot. Je vais profiter de mon expatriation et puis, justement, réaliser un projet que j'aurais jamais fait ailleurs, j'aurais jamais fait en France. Et donc, j'ai créé le podcast Expat Heroes, justement pour montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés, parce qu'il y a vraiment une image très, très glossy de l'expat. On se dit, non mais tout est magnifique ailleurs, on imagine les cocotiers et tout ça. En fait, l'herbe, elle n'est pas vraiment plus verte ailleurs. C'est pas vraiment ce qu'on croit. Et puis, à chaque fois, il faut se réinventer. Il faut comprendre tous les codes culturels. C'est vraiment difficile. C'est comme un déracinement à chaque fois. Donc, c'est pas si simple, en fait. Et il faut du temps. Il faut du temps pour se recréer son cocon, son rythme de vie et se sentir vraiment à l'aise et heureux. Donc, c'est un sacré challenge à chaque fois. Et de façon plus générale, qu'est-ce que la notion de changement évoque pour toi? Alors d'abord, c'est vraiment le saut dans le vide. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et ceux qui m'écoutent diront non mais c'est bon, on peut lire des témoignages, on peut écouter des podcasts, on peut il y a plein de choses pour se préparer. Mais en fait, on n'est jamais préparé. Pourquoi ? Parce que l'expatriation, elle est différente pour chacun. Quelqu'un va vivre son expatriation bien en Inde, va trouver ça incroyable et génial, et d'autres moins bien. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend, est-ce que tu as voyagé avant ? Ça dépend des pays, des cultures que tu connais déjà. Ça dépend si tu as des enfants ou pas, dans quelles conditions aussi tu es parti. Enfin, vraiment, l'expatriation va se vivre différemment en fonction de toi et du contexte dans lequel tu arrives dans le pays. L'expatriation n'est vraiment pas la même pour tous. Donc, au départ, ça reste quand même un saut dans le vide. Enfin, en tout cas pour moi, parce que alors vraiment, j'étais complètement vierge de découvertes à l'étranger. Ça a été vraiment un gros saut dans le vide. Après, tu as un aspect aussi, le changement pour moi, c'est un aspect caméléon. D'ailleurs, pour Expat Heroes, quand je cherchais l'identité graphique du podcast, j'avais pensé à un caméléon, mais c'est très moche. Je ne sais pas si tu as déjà vu un caméléon. Et là, je me suis dit, non, c'est pas très sexy pour le visuel du podcast, un caméléon, c'est moche. Un caméléon parce que, au final, au fil des expatriations, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus facile. Ça reste dur, attention. Hein. Parce que à chaque départ, quand tu pars du pays, si tu fais des expatriations successives, tu pleures. Quand tu arrives, tu pleures parce que ce que tu as connu avant te manque. C'est un processus qui est complètement naturel. Mais à la fin, tu arrives quand même à te mêler aux autres. Et l'exemple le plus frappant sont mes enfants. Mes enfants, quand ils vont au parc, quand je rentre en France, ils vont vraiment se mêler à tout le monde, quoi. Ils n'ont vraiment pas peur de... Voilà. Pour eux, un enfant, c'est un enfant, quelle que soit sa différence. Et c'est ce que tu perds après quand tu es adulte, parce que tu juges l'autre par sa différence, que tu ne devrais pas faire d'ailleurs. Tout de suite, on va te demander, mais d'où tu viens ? Ou on voit ton nom à consonance étrangère, d'où tu viens ? Pour voir si tu es différent ou tu n'es pas différent. On ne devrait pas faire ça. On devrait dire, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu fais là ? Voilà. Au lieu de te dire, d'où tu viens ? Non. Donc, l'aspect caméléon, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'à force, en fait, on s'adapte partout. Moi, maintenant, j'ai plus peur de rien, quoi. Enfin... je me suis inscrite, j'adore chanter, je me suis inscrite à une chorale et j'ai une amie anglaise qui est super timide, qui vit dans mon village là, parce que je suis dans une petite ville, je suis pas du tout dans une grande métropole en Angleterre, je suis dans la campagne anglaise et j'ai une amie qui m'a dit mais t'as pas peur je sais pas, t'as pas peur comme ça de te mêler à des gens que tu connais pas et tout. Et je dis non, tu sais, moi j'ai l'habitude. Alors je leur dis que je suis française, hein, je leur explique pas toute mon histoire familiale parce que là les Anglais ils prennent peur. Mais l'aspect caméléon, ça c'est pour moi le changement, c'est
c'est aussi l'adaptation, l'aspect caméléon. On se fond dans la masse un peu partout et on est à l'aise partout. Mais au final, on se rend compte qu'on ne change pas, ou on découvre vraiment qui on est. On ne change pas, tu sais, c'est la chanson de Céline Dion, on ne change pas. Et c'est vrai, c'est-à-dire quand on est confronté à l'étranger, dans un autre pays, on va encore plus affirmer qui on est. Moi, j'ai jamais autant transmis la culture française à mes enfants que depuis que je suis à l'étranger. Parce que je me sens française encore plus qu'avant. Parce que du coup, tu te définis par rapport aux autres. Tu te dis, mais finalement, qui je suis eux, ils mangent beaucoup de burgers ou moi, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs aussi. Et les invités dans mon podcast, c'est ce qu'ils me disent à chaque fois. Ça nous confronte aussi à nos valeurs. Je vais te donner un exemple. Le dernier épisode, c'est Caroline qui est belge et qui a accouché aux États-Unis. Et aux États-Unis, la césarienne est beaucoup pratiquée. Et donc ça l'a interrogée par rapport à ça. Le fait aussi d'accoucher par voie naturelle. Il y a certains pays où on accouche plus par voie naturelle que d'autres. La péridurale, ça n'existe pas. Ou alors, c'est très mal vu de la prendre. D'autres pays où il faut allaiter absolument. Et peu importe que tu le veuilles ou pas, en fait. On t'impose certains choix. Donc voilà, c'est tout des aspects culturels qui te forcent à te poser la question de quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux pour toi, et ça te fait grandir énormément. L'expatriation te fait grandir. Je dis souvent, c'est vraiment un moteur de développement personnel. Je pense que tu découvres qui tu es, tu peux découvrir qui tu es en restant en France, mais ça va accélérer ce développement-là énormément. Parce que tu es confronté aux autres, donc ça te force à te positionner toi-même sur ce que tu es, sur ce que tu veux. Je pourrais en parler des heures, pardon, mais... Non, mais c'est génial, c'est super intéressant. Et puis c'est vrai que moi, j'ai eu la même impression, en fait. C'est un exercice où c'est comme si tu enlevais des couches, parce qu'au final, il y a plein de trucs qui ne te servent plus quand tu es à l'étranger, et tu dois revenir un peu ce que tu disais, revenir à l'essentiel et te dire, OK, qui suis-je, en fait? Et moi, au Mexique, du coup, moi, je viens de Mexique, je suis arrivée en France il y a 10 ans, et c'est exactement ça. Et c'est paradoxal parce que maintenant, j'ai l'impression que je suis une personne en France et que je suis une autre personne complètement différente au Mexique. Ouais. Donc, en tout cas, j'ai laissé une autre personne différente au Mexique. Enfin, je sais pas, c'est un peu étrange. Oui, parce qu'après, il y a un effet de mimétisme, c'est-à-dire que, par exemple, en France, les femmes sont magnifiques, elles sont très coquettes. On a la beauté à la française, on met des foulards, voilà, c'est très important. Quand j'habitais en Suède, ça n'a pas d'importance, sauf le soir, où là, les filles se mettent sur leur 31. Mais sinon, ce qui est important, c'est de ne pas avoir froid. C'est d'être habillé en cas de pluie. On ne va pas être trempé, c'est idiot. Donc, ils se mettent des tenues moches, horribles. Et elles s'en foutent. Et elles ont raison, parce qu'au final, tu es sec. Par contre, tu vas avoir tes petits talons au bureau, dans l'armoire, et tu vas te changer. Tu vas enlever tes grosses bottes toutes moches, mais confortables et waterproof, pour mettre tes talons parce que tu es au bureau. Donc voilà, c'est un côté extrêmement pratique. Et dans les pays dans lesquels tu te trouves, du coup, tu vas t'adapter. Quand je vivais à Madrid, j'étais hyper coquette. J'étais super bien. Et ici, je suis un peu un mixte. Parce que du coup, par mimétisme, tu prends... j'ose espérer que je prends, du coup, des attitudes ou des bons côtés des pays que j'ai traversés. Finalement, c'est les cultures de ces pays-là qui m'ont traversée, en fait, quelque part, parce que ça m'a fait évoluer, ça m'a fait changer. Oui, complètement. Et aujourd'hui, ton podcast compte 59 épisodes. Ouais. Si je compte celui de cette semaine, ce qui veut dire 59 histoires, plus la tienne. Ouais. Donc, d'après cette expérience-là que tu as, ce partage de témoignages, quels sont les obstacles principaux obstacles que tu pourrais nous raconter pour un Français qui s'expatrie à l'étranger? Le premier obstacle, ça a l'air évident, mais c'est la langue. Parce que c'est vrai que les Français sont connus pour pas avoir
voilà, des capacités en langue, même s'il ne faut pas généraliser, hein, mais c'est vrai que la langue, c'est revenu beaucoup sur mon podcast. C'est le cas pour tout le monde, hein. Même, mais il y a des gens des nationalités qui vont avoir plus de facilité à apprendre une nouvelle langue. Et des fois, il y a des consonances qui sont les mêmes entre les langues. Je te donne un exemple. J'avais rencontré un Néerlandais en Suède. Il a appris le suédois, mais en 2 mois, c'était bon. C'était dingue parce que ce sont des langues qui sont cousines en fait. Donc ouais, ça va être la langue qui va être vraiment difficile pour les Français. Bon après c'est pas impossible du tout. Il y a un obstacle aussi, c'est le côté français, un peu donneur de leçons. Mais je suis fière de ça aussi, hein. J'aime ça chez les Français, le côté un peu révolutionnaire et tout. Et ce qui manque dans certains pays, hein. Au moins ils défendent leurs droits et je suis très admirative de ça, très fière de ça. Ouais, ça peut être à l'étranger, ça peut être un côté un peu donneur de leçons, il faut pas le faire ça. Et ça fait partie du processus naturel d'adaptation à l'étranger. Je t'en ai pas parlé, mais au début, quand je te disais c'est les pleurs, c'est un processus naturel. C'est qu'au début, tu es choqué. Il faut que tu te réadaptes à ton nouvel environnement et tu vas tout voir en noir. Tu vas dire, non mais attends, en France, c'est comme ça, c'est bien mieux. Ou pourquoi ils font ça ici? C'est nul. Et puis après, il va y avoir une phase un peu lune de miel où tu vas être là, non mais c'est génial. Ah mais pourquoi ils font pas ça en France? C'est super. Et après, ça va redescendre et ainsi de suite. Ça va être un peu les montagnes russes émotionnelles. Et il y a un côté donc un peu donneur de leçons Napoléon qui peut intervenir dans les phases un peu plus down où tu vas te dire non mais pourquoi ils font pas ça, un peu donneur de leçons. Donc il faut rester observateur au début, ça c'est très important parce qu'en plus on est étranger donc on va pas aller donner des leçons. On est là et les gens justement pour pas attiser ce côté un peu haineux ou méfiant de la différence, il faut être dans l'observation, dans la curiosité, poser des questions. Et ça va nourrir l'ouverture d'esprit qu'on gagne avec l'expatriation. Et le dernier obstacle, c'est de penser que ça va être facile, de ne pas se douter que ça va être difficile. C'est super dur et c'est normal. Parce que là encore, les réseaux sociaux ne montrent que la face dorée de l'expatriation. Et c'est dur, et ça, on ne le voit pas dans les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon podcast, parfois, avec humour. C'est pas évident. Donc, il peut y avoir des anecdotes plus drôles que d'autres. Je te donne un exemple. Là, le dernier épisode, donc Caroline, qui est aux États-Unis, elle est belge, et elle reçoit des amis à la maison. C'était un dimanche, et donc pour l'apéro, elle voulait servir des bières. Bon, soit. Et elle va au magasin, au supermarché, et elle dit... donc, elle arrive avec son pack de bière, en fait, à la caisse. Et là, la caissière lui dit je suis désolée, mais c'est le jour du Seigneur, vous n'avez pas le droit d'acheter de la bière. Donc, au Texas, hein, je ne sais pas si c'est partout dans les mêmes régions des États-Unis. Et voilà, donc là, c'est rigolo. On se dit mais elle était quand même fâchée. Elle dit purée, mais j'ai rien à l'apéro. Je veux servir de la bière, je suis belge, je peux pas. Voilà, c'est un aspect culturel qui est rigolo. Mais tu vas avoir des aspects culturels qui vont être un peu plus choquants. Par exemple, je me rappelle de Stéphane qui était expatrié en Inde avec ses petites filles, donc des petites filles blondes. Et en Inde, quand tu pinces les joues à un enfant blanc, ça porte chance. Et donc à chaque fois qu'il sortait avec ses gamines, les filles, elles se faisaient pincer les joues, mais super fort. Et donc ça, c'est un aspect culturel qui te heurte parce que toi, en tant que papa français, tu veux pas qu'on touche... Enfin, c'est un manque de respect vis-à-vis de tes petites filles. Tu veux pas qu'on les touche déjà parce que tu les connais pas. Ou peut-être si c'est la tata, elle peut peut-être pincer la joue gentiment comme ça. Mais ce sont des inconnus qui vont s'approcher de tes filles, qui vont les pincer super fort. Donc, voilà. Tout ça, ça va être... des événements, alors c'est des anecdotes, mais il y en a plein comme ça, des gens qui vont être à la fois des choses drôles, mais à la fois des choses qui peuvent être vraiment choquantes et qui vont vraiment bousculer un peu nos valeurs et ce qu'on est au fond de nous. Donc ça, c'est à prendre en compte de pas, un obstacle, c'est de ne pas avoir conscience que ça peut être dur.
Au-delà de ça, de ces trois choses qui sont pour moi hyper importantes à garder, que ce soit la première ou troisième, énième expatriation, Ouais. disons qu'il y a quelqu'un qui souhaite partir pour la première fois en expatriation, quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne? Ouais, bah, il y a des conseils évidents, comme par exemple apprendre la langue. Ça permet déjà de se familiariser un petit peu, au moins de dire 2 ou 3 choses. Ça me semble normal, c'est une forme de respect parce qu'on peut vivre entre Français, entre francophones, mais du coup, on rate quelque chose au niveau de la culture du pays. Moi, le jour où j'ai pu comprendre ce qui se passait autour de moi en Suède, j'étais comme une dingue. J'étais super fière. Et puis, voilà, ça, c'est très important pour pouvoir aussi montrer une forme de respect aux, aux personnes, aux locaux, quoi, aux gens qui sont là-bas. Ouais, le deuxième conseil, ça va être vraiment de préparer son expatriation au niveau psychologique, parce qu'on pense que c'est qu'une histoire administrative. Bon, ok, c'est un déménagement international. Il y a pas que c'est pas qu'un déménagement, c'est pas que l'administration, c'est pas que le visa, c'est pas que les cartons, c'est pas que la vente de la voiture, enfin, c'est pas que l'appart, évidemment, il faut que vous trouviez un logement, mais bien sûr, il va falloir le faire, mais c'est surtout se préparer au niveau psychologique. Alors, comment on fait? Bah, on peut écouter mon podcast, Expatri Rose, parce qu'il y a plein de témoignages, du coup, sur la réalité de l'expatriation, qu'est-ce que c'est vraiment de vivre à l'étranger. En plus, Et il y a pas mal de pays, donc du coup, s'il y a des gens qui vivent ouais, un pays en particulier, ils peuvent trouver facilement sur ton ouais. podcast l'histoire qui les concerne. Ouais, c'est l'idée. Et aussi, surtout, de se mettre en contact avec des gens en fait qui sont là-bas. Essayez de demander autour de vous si vous avez des amis qui ont des amis, qui vivent à tel ou tel endroit. C'est vraiment important parce que ces gens-là vont vraiment vous donner les vrais conseils sur place. Parce que même dans le même pays, en fonction de la ville, ils vont pas avoir les mêmes conseils, il va pas y avoir la même manière de vivre. Alors, les codes culturels seront peut-être les mêmes, mais voilà, ce sont vraiment des conseils précieux à avoir. Puis lire bien sûr des témoignages. Et je le redis encore une fois, enfin, il y en a qui lisent Lonely Planet pour se préparer. Enfin, Lonely Planet, c'est bien pour rêver, pour passer des vacances, mais donc, vous l'avez compris, c'est pas voilà, c'est pas suffisant quoi. Parce que ce rêve-là, on l'a en vacances, mais de vivre au quotidien comme les gens de là-bas, de vivre à la suédoise, de vivre voilà, à la façon indienne. Là, je suis en train de préparer une interview, une personne qui est en République centrafricaine. Compliqué d'avoir l'eau et l'électricité, c'est pas la même chose, quoi. Donc, voilà, de bien se renseigner en amont. Et un autre conseil qui est lié aussi à l'aspect préparation psychologique, c'est de vraiment faire un point sur pourquoi vous partez. Si c'est pour faire des études, ok. Si vous suivez votre mari ou votre chéri à l'étranger, attention. Moi, j'ai une copine, elle n'a pas suivi son mari, en fait. Parce que au niveau professionnel, c'était trop de sacrifices. Donc, pesez bien le pour et le contre sur ces choix-là, parce que moi, j'imaginais franchement pas que la première expatriation allait en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre. C'est vrai que ça peut être un cercle. Alors c'est un cercle vertueux, hein, je regrette pas, mais on est quand même coupé de ses racines. Moi, maintenant, étant maman, voyant mes enfants grandir, je me dis, ils ont plus vécu à l'étranger qu'en France. Qu'est-ce que j'ai envie pour eux? Et on pense sincèrement à revenir parce que ça nous manque d'avoir vraiment de vivre à la française. Donc on essaye de le faire avec les traditions, mais c'est quand même pas pareil. Donc voilà, faites le point sur pourquoi vous partez. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que c'est pour des raisons? Est-ce que c'est de manière temporaire? Est-ce que c'est de manière définitive? Parce que vous pouvez avoir rencontré votre amoureux, votre amoureuse à l'étranger et vous avez envie de le rejoindre. Voilà. Ça peut être le choix d'une vie aussi. Donc voilà, attention à ça. Parce qu'avec tous ces réseaux sociaux, on a l'impression que tout va vite, que rien n'est définitif. C'est sûr, rien n'est définitif. On peut avoir plusieurs vies, mais il peut y avoir quand même un impact pour vous, pour vos proches. Donc attention à ça. Voilà. Et Après, justement, pardon. Non, j'allais dire de ne pas fuir aussi des problèmes que vous pourriez avoir en France. Parce que ces problèmes, ils seront là. Donc, ils vont vous rattraper un jour, peut-être. Donc, pensez bien à régler vos problèmes. Vous allez pouvoir fuir peut-être 2 ou 3 ans.
mais ils seront toujours là à un moment donné. Ça va se tasser, mais il faudra les régler. Donc, réglez-les maintenant. Et après, vous partirez. Voilà. Je voulais juste revenir sur le premier point et sur les réseaux sociaux quand tu disais que c'est important de connaître des gens sur place avant de partir, même avant de partir, Ouais, essayer c'est sûr. déjà de se créer une communauté. Je trouve que c'est super important. C'est quelque chose que moi j'ai pas fait. Bon après j'avais la chance de venir en tant qu'étudiante, donc on se fait très facilement des copains comme ça. Mais si on part pour le boulot, c'est quand même un peu différent. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent dans ton podcast, c'est justement le fait d'utiliser les réseaux sociaux, de Ouais. bien les utiliser pour justement aller chercher des groupes, des personnes qui ont peut-être vécu la même chose que toi et essayer de voir s'il y a des communautés d'expatriés déjà sur Facebook ou Ouais. sur d'autres plateformes. Je trouve que c'est un bon conseil aussi si jamais on ne connaît personne dans le pays où on va. Oui, bah, complètement. Bah, moi, je connaissais personne, par exemple, et c'est avec les groupes Facebook. Les gens sont bienveillants, ils ont vécu la même chose, donc ils pourront vous conseiller, enfin, sans jugement. Voilà. C'est vrai que en général, même très souvent, c'est très bienveillant. Donc, faut pas hésiter, quoi. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres conseils dans ta liste? Ouais, après, les contacts, gardez les contacts avec vos proches. Vous allez voir au début, ils vont vous manquer beaucoup. Les amis, au fur et à mesure, eh ben, ça va se tasser. Je dirais, j'avais écrit un article là-dessus, ça s'appelle le tri du cœur, enfin que j'ai appelé le tri du cœur. C'est-à-dire que au fur et à mesure, en fait, il va y avoir un tri dans les amitiés et celles qui restent sont les plus solides. Donc ça, voilà, il faut l'accepter avec le temps. Donc des fois, c'est un peu douloureux, mais c'est normal. Après, chacun se recrée sa routine, son quotidien. Loin des yeux, loin du cœur, c'est pas toujours vrai, mais quand même un peu. Donc voilà, faut juste en avoir conscience, quoi. Toi, tu as des petites astuces pour garder des contacts, garder le contact avec les personnes qui sont restées en France? Non, bah à part Pas le retour, particulièrement. ouais, moi j'appelle régulièrement. On essaie de se voir 1 à 2 fois par an, mais c'est pas évident parce qu'on est, ouais, c'est pas évident. Mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Et ça, c'est un signe aussi. Et dans le futur, qu'est-ce que tu prévois comme changement? Alors là, il y a un gros changement à venir. Donc, je ne suis pas enceinte, je le dis tout de suite, publiquement. On va accueillir un chien. Alors, ça a l'air anecdotique, un chiot. On va accueillir un chiot, mais en fait, c'est très important. C'est pour nous. Pourquoi? Parce que quand on change de pays, tous les 2 ans, donc là, on va rester plus longtemps, mais on a besoin pour nos enfants d'avoir une continuité, de se dire, OK, ça va pas changer. Justement, ce chien-là, cet animal, il va être avec nous tout le temps. Parce que j'ai deux garçons de 10 et 7 ans. Et mon grand, peut-être que quand on va repartir, il sera un jeune ado. Et je pense que ça va être dur. De toute façon, ça va être dur. Pour moi également. Mais d'avoir cet animal qui va nous accompagner, qui va rester avec nous, qui va être une continuité où qu'on soit, parce qu'on ne sait pas où on sera. C'est très important. Donc ça va être un changement. C'est comme un petit bébé en fait. Il va falloir que je l'éduque. Alors on n'éduque pas bien sûr un chien comme on éduque un bébé. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais ça va être un sacré changement aussi pour ma routine. Ça va me faire sortir. Je pense que ça va me faire rencontrer des gens aussi autour. Donc gros changement à venir pour nous. Ah, mais c'est génial, je suis contente pour toi. Il arrivera quand? Vous savez déjà décidé? Ouais, à la fin du mois, ouais. Ah, super. Ouais. Bon, mais c'est super. Mais écoute, bon courage pour ça. Non, c'est une belle aventure, honnêtement, d'avoir un animal de compagnie. C'est génial. Du coup, on va passer à la dernière question. La question que je pose à tous mes invités. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une seule chose dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Je leur changerais leur vision des autres, en fait. Je ne sais pas comment dire, parce que l'expatriation change notre regard sur le monde, nous apporte beaucoup d'ouverture d'esprit. Moi, quand je regarde les gens, même s'ils font les choses différemment que moi, je dirais, il fait les choses différemment. Tiens, pourquoi il fait ça? Est-ce que ça peut être intéressant pour moi de faire pareil? Voilà, je vais avoir une curiosité
positive, une bienveillance dans la différence que je vois. Et en fait, je trouve que de plus en plus, les gens voient la différence comme quelque chose de négatif, ont peur de la différence. Donc on le voit avec le Brexit, on le voit avec tous ces extrêmes qui montent, qui gagnent du terrain en Europe et ailleurs dans le monde. Et si on pouvait, avec une baguette magique, donner ce super pouvoir de l'ouverture d'esprit, de la curiosité bienveillante dans le monde, je pense que ça serait un gros plus. D'ailleurs, si tous les gens pouvaient d'office, tu sais, en France, on a le service minimum obligatoire, là, je crois que c'est rentré dans la loi. Si on pouvait avoir un voyage minimum obligatoire qui soit offert par l'État pour aller voir un pays, ça serait bien. Il y a les échanges entre les écoles, les échanges universitaires. Ça ferait avancer le monde, je pense. S'il y avait plus de gens qui voyageaient, ils seraient peut-être ils auraient moins peur de l'autre, plus ouverts d'esprit. Et du coup, le monde s'en porterait mieux et il y aurait moins d'extrêmes. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça ouvre l'esprit. Bon, si le gouvernement nous écoute. La baguette magique. Voilà. Ouais. Voyage minimum, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Écoute, merci beaucoup, Christina. De rien, merci de m'avoir accueilli. Et puis, ceux qui veulent partir en expatriation, préparez-vous. Bien sûr, je fais ma pub avec le podcast Expat Heroes parce que l'expatriation va vous donner ces super pouvoirs-là de vous dépasser, d'aller au-delà de vous-même, de grandir. Et ça, ça c'est formidable. Et vous aurez surtout le vrai visage de l'expat. Je retire le masque qu'on colle aux expats un peu. La cage dorée, tout ça, non, c'est pas toujours ça. Il y en a, mais c'est loin d'être le cas. C'est un beau mot pour la fin. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.